On le voyait dans la première table ronde, le salarié aidant est indispensable, et on en reparlait il y a quelques instants avec Benoît Serre, bien sûr. Mais ce salarié aidant, il ne peut pas évoluer seul dans son couloir, hein. Il doit pouvoir travailler, accompagné par tous les maillons de l'entreprise. Et donc se pose la question de quoi? De la coordination dans l'entreprise. On va en parler avec Samira Diab, Domiti Cura, Julie Le Goubin et Pascal Rodrigue qui va nous rejoindre ici même. Et voilà, Pascal Rodrigue qui est avec nous. Bonjour Pascal Rodrigue, soyez le bienvenu. Vous êtes notre grand témoin salarié aidant. Je vais présenter donc Samira Diab qui est à mes côtés, qui est aidante, infirmière coordinatrice en hospitalisation à domicile. Elle est, voilà, vous nous allez nous raconter comment vous avez été confronté à la disparition de vos parents, n'est-ce pas? À vos côtés, il y a Domiti Cura qui est fondatrice de Cocon & Co, hein, qui est une agence d'accompagnement des entreprises sur leur politique à destination des salariés aidants. Et puis à vos côtés, Julie Le Goubin, on parlait il y a quelques instants avec Benoît Serre, des grosses entreprises, hein, puisque vous incarnez l'une de ces grosses entreprises, l'un de ces géants mondiaux qui sont la fierté de la France, puisque vous êtes à la direction RH de Schneider Electric et vous êtes chef de projet Inclusion & Care. Voilà, j'ai bien dit, c'est ça? C'est parfait, très bien. Pascal Rodrigue. Bonjour, soyez le bienvenu. Bonjour. Vous êtes chargé de gestion opérationnelle et salarié aidant à la Mutuelle Générale. Et vous avez aussi bien rencontré des épreuves, hein, une épreuve particulière, puisque un AVC a perturbé à jamais l'état physique et l'état mental de votre épouse. Et évidemment, voilà, avec perturbation sur la vie, votre vie en général, sur votre foyer. Votre femme, elle vit avec vous, donc? Oui, c'est ça, en fait, c'est important de le dire parce que tout à l'heure j'ai entendu le témoignage avec le divorce, c'est une situation qui arrive souvent, et encore aujourd'hui, effectivement, C'était l'accompagne. Jamila, donc, qui était comptable, ça, qui est comptable chez Air France et qui est venue témoigner là tout à l'heure. Tout à fait, et donc effectivement, je l'accompagne toujours, puisqu'il y a une chose qui est très importante, c'est que lorsqu'on est en situation de handicap, il faut accepter avant tout sa situation. Et ça, c'est quelque chose qu'on porte toute sa vie. Et effectivement, ce qui s'est passé, donc c'était en 2008, hein, pour revenir un petit peu dans le passé, ce qui s'est passé, c'est que c'était un choc, avec une onde de choc qui vient derrière, puisque c'est à long terme. Hein, donc c'est les accidents de la vie. C'est un accident dans le parcours que l'on ne souhaite pas. Et ça arrive. Et lorsque ça arrive, eh bien, en fait, on est confronté à tout ce qui s'en vient. C'est-à-dire, c'est psychologique, c'est psychique, puisqu'au début, pour accompagner, on dort peu. Donc c'est vraiment une réalité. Et on déploie beaucoup d'énergie, et c'est quelque chose qu'on a entendu. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses dans lesquelles on s'identifie lorsqu'on est dans cette situation-là, dans tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Donc c'est plutôt rassurant. C'est administratif, c'est financier, et c'est aussi professionnel. Voilà. Est-ce que vous nous dites quelque part, il y a un parcours du combattant nécessairement, parce qu'on est confronté à des tas de choses différentes qui s'accumulent chaque jour. Vous parliez justement de procédures administratives. Il aurait fallu quelqu'un pour vous accompagner quelque part. Voilà, comment vous avez pu faire face à cette épreuve, à ces épreuves? Alors, j'ai envie de le prendre avec humour parce que le parcours du combattant, ça a vraiment été un parcours du combattant. Quand j'ai été jeune, que j'ai fait l'armée, ça a été facile le parcours du combattant pour moi. Et par contre, c'est vrai que là, c'était vraiment très très compliqué. En fait, aller chercher, c'est vrai qu'il y a des droits qui existent en France, mais y accéder, on n'a pas forcément l'information. On ne nous dit pas exactement vers qui aller pour prétendre en fait à ces droits, que ce soit de toutes sortes d'aides, et d'avoir effectivement quelqu'un qui... Alors ça existe en fait des structures qui accompagnent, mais encore faut-elle les trouver. Donc la MDPH, c'est compliqué, c'est long. La caisse primaire d'assurance maladie, il y a aussi des mesures où on n'y a pas forcément droit, et donc c'est aussi des portes qui se ferment assez fréquemment. Et au sein de votre entreprise, par exemple, sur qui vous avez pu compter? Alors, au sein de l'entreprise, moi j'ai connu en fait les prémices en fait de tout ce qu'on entend aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement la Mutuelle Générale, que je remercie vraiment du fond du cœur, m'a accompagné.
beaucoup, enfin, c'est pas tout ce qu'on entend aujourd'hui, mais elle m'a beaucoup accompagné par la compréhension, déjà par l'oreille, en fait, entendre ce qui se passe, la fracture, en fait, familiale, et les aménagements nécessaires. Et ça a été, et encore une fois, alors ça commence toujours, en fait, par, donc, comme je disais, c'est psychique et psychologique. Il y a l'arrêt de travail. Pour moi, ça n'a pas été une solution. Il y a eu les mi-temps thérapeutiques qui ont été mises en place également. Alors ça, on rentre dans la RH, puisqu'effectivement, il y a des avenants de travail qui se font avec les mi-temps thérapeutiques. Mais ce n'est pas encore une solution. Pour moi, c'était essentiel de continuer à travailler, puisqu'effectivement, on sort de l'isolement. Et vous auriez voulu avoir quoi exactement, ou qui à vos côtés? Et alors, effectivement, une personne qui puisse centraliser en fait, et coordonner cet accompagnement à travers toutes les structures, ça aurait été effectivement une valeur ajoutée en fait, dans tout mon parcours, quelque chose de déterminant, facilitateur. Un facilitateur. Bon, voilà, on va continuer la discussion justement. Merci beaucoup Pascal Rodrigue. Merci d'être venu témoigner. Je vous laisse retrouver votre place. Petit tour de table avec vous trois, mesdames, justement, que répondre à Pascal, justement, voilà, sur ce maillon peut-être qui manquait quelque part. Allez-y, si vous voulez, prenez la parole en premier. Julie Le Goubin de Schneider Electric. Donc, bonjour à tous. C'est vrai que c'est un témoignage qui ressemble à beaucoup d'autres sur le fait de se sentir un peu désemparé, à qui déjà en parler, vers qui trouver l'information. Et puis dans l'entreprise, tout le monde n'a pas connaissance de toute l'information. On peut avoir été sensibilisé à la question de l'aidance, mais pour autant se sentir un petit peu démuni. Donc on voit là qu'il y a un vrai enjeu et que cet enjeu, il doit être porté par l'ensemble des acteurs de l'entreprise, pas exclusivement par le manager, même si ça peut être un premier contact de proximité, peut-être aussi le service santé, service prévention et santé au travail, mais on voit que finalement la responsabilité et l'enjeu, il va toucher tout le monde et tout le monde doit pouvoir être assez outillé pour y répondre. Donc, je ne vais pas tout révéler tout de suite, mais... Oui, on continuera justement, on vous retrouvera juste après, Julie. Julie Domiti, justement, réaction à ce que disait Pascal Rodrigue. Je trouve que dans son témoignage, on retrouve un peu des éléments du film qui était passé tout à l'heure, où on voit bien que pour l'aidant, il y a un passage d'une coordination dans l'entreprise avec des enjeux RH à une vie privée où il y a tout autant de coordination avec des fonctionnements de services de soins qui ne sont pas simples, qui sont très 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 mobilisants. Et donc on voit bien la nécessité, quand on est dans la complexité, d'avoir quelqu'un non pas qui maîtrise la totalité des compétences, mais qui les connaît, sait les ranger et les articuler pour accompagner. Donc moi, souvent, ce que j'aime bien dans l'idée du coordinateur, c'est un peu cette image du Sherpa. Il connaît la montagne, il aide à gérer l'effort. Économisez-vous, là, ça ne sert à rien de courir. Attention, juste après, la pente va être très très raide. Donc voilà, ce coordinateur qui connaît et qui accompagne quand on arpente le chemin. Samira Diab, réaction toujours à ce que disait Pascal. Oui, tout à fait. Témoignage qui est représentatif. Tout à fait, c'est un témoignage qui me fait vraiment écho, puisque j'ai moi-même été l'aidante de mes parents, qui sont décédés tous deux à 9 mois d'intervalle d'un cancer foudroyant. Et j'ai la particularité d'être infirmière et dans la coordination et d'accompagner ce type de patients, puisque du coup, mes patients, souvent, c'est des diagnostics de cancer, ou avec des maladies graves, le diagnostic est posé et on connaît un petit peu d'issue. Effectivement, sur le discours, on a besoin de coordination, on a besoin d'être accompagné, parce qu'il y a un élément qui est très important, c'est toute la dimension émotionnelle. La dimension émotionnelle qui est très difficile, parce que du coup, vous faites face effectivement à la maladie, à l'accompagnement, à votre place dans la société. Il faut tout maintenir de front, et c'est vrai que c'est pas évident. Donc, de pouvoir être épaulé au sein de son entreprise, c'est vital. C'est vital pour se maintenir. C'est vital pour se maintenir, c'est vital aussi pour amener le salarié aussi à se dévoiler aussi. Tout à fait. L'accompagner. Tout à fait. Une question intime derrière, nécessairement. Exactement, on va dans la sphère de l'intime, puisque du coup, on mêle la particularité de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle, les deux doivent être équilibrés pour que ça aille. Mais c'est vrai qu'il y a des éléments importants sur le fait que parfois on a l'impression de connaître des dispositifs, mais quand la maladie arrive et que vous êtes dans les danses, vous êtes dans le flou en fait. Et donc d'avoir quelqu'un qui vous épaule. On est dans le flou et on est dans l'urgence aussi. Vous êtes dans l'urgence, vous êtes en mode pilote automatique. Et d'avoir quelqu'un qui puisse vous épauler et vous accompagner, c'est important, parce que du coup, on a besoin de prendre des décisions très claires parfois. Et de pouvoir avoir les dispositifs au sein de la société
par les maillons, par exemple des infirmières ou des assistantes sociales, mais également d'avoir une structure externe qui puisse piloter tout ça de manière à faire le tronc entre l'entreprise et la vie familiale est hyper important. Voilà, ce que vient de dire Samira Diab de Mythicura, c'est fondamental, c'est important qu'il y ait une coordination dans l'entreprise. Voilà, que l'entreprise, d'un point de vue collectif, quelque part, soit derrière et se mobilise autour de ses salariés aidants. C'est extrêmement important et la mobilisation, elle est double. Elle est vraiment à deux niveaux. Il y a des ressources à articuler autour de l'aidant pour que dans l'aide qu'il apporte à son proche, il puisse trouver les ressources au bon moment. Donc là, il y a un vrai soutien d'articulation à faire à cet endroit-là. Et il y a une coordination énorme à faire pour que le sujet ne soit pas traité comme un seul sujet d'action sociale et de solidarité. On l'a dit plein de fois, si l'aidant, on considère que ce n'est pas que de la fragilité, mais que c'est aussi un potentiel d'agilité, ça veut dire que forcément, il faut envisager différemment et investir différemment le sujet. Ça veut dire qu'on n'attend pas, pour prendre un parallèle avec le burn-out, on n'attend pas l'arrêt de maladie en fait. C'est plus coûteux pour l'entreprise, c'est plus coûteux pour la personne, on peut s'en remettre bien sûr, mais très souvent ça se solde dans les statistiques par un changement de poste. Donc c'est bien qu'on est arrivé au bout. Dans les danses, il faut avoir cette même approche de l'intégrer à l'expérience collaborateur et ça demande un énorme effort de coordination de toutes les directions et de tous les opérationnels qui existent dans l'entreprise. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas un budget à part, c'est un effort que fait déjà l'entreprise et donc dans laquelle elle va intégrer le sujet de l'aidance. Et ça, c'est très important parce que quand on rencontre une situation difficile, c'est pas un moment où on va être disponible pour intégrer un changement de fonctionnement. Donc si en tant que collaborateur, j'ai entendu parler extrêmement tôt du sujet, il existe dans mon paysage et quand la situation se présente, je suis en confort en fait pour avoir recours. Et ensuite, le deuxième élément, c'est l'élément est-ce que j'ai envie d'afficher auprès de mon employeur ma fragilité. Si on le prend par l'angle de l'action sociale, on a aussi un problème pour que les aidants aient envie de s'identifier auprès de l'entreprise. Si on l'intègre à l'expérience collaborateur, c'est bien une manière de préserver ses talents. Ça devient très positif et très valorisant. Julie Le Goubin, qu'est-ce que vous avez fait chez Schneider Electric ? Parce qu'on est là dans ce rendez-vous, dans cette matinée, on expérimente, on aime entendre des retours d'expérience. Et vous alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Eh ben, on a été plutôt en alignement avec ce que Domitil vient de partager. Donc, le sujet de l'aidant chez Schneider Electric, ça a été mis en évidence à partir de 2018 à peu près, avec une première publication d'un guide assez timide, mais ça a commencé comme ça. Très rapidement, en 2020, on s'est dit qu'on avait besoin de se mettre en place et de se structurer dans le cadre d'une dynamique d'amélioration continue. C'est-à-dire d'aller chercher, d'aller faire un peu le topo, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Donc à partir de 2021, on a fait un baromètre qui nous a permis en fait de valider, de confirmer que le sujet était vraiment prégnant dans l'entreprise. Ce baromètre, il a obtenu plus de 1500 retours, sans faire une très très grande presse en termes de publication. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 50% de salariés aidants qui ont répondu à cette enquête, mais 50% de salariés non aidants. Donc ça a aussi confirmé ce qui a été dit précédemment, c'est que le sujet intéresse tant les salariés aidants que les salariés qui ne sont pas aidants actuellement. Donc on a confirmé la prégnance du sujet, l'intérêt. On a aussi remarqué qu'il était très difficile pour les salariés aidants de s'identifier en tant qu'aidants et que même s'ils connaissaient les dispositifs disponibles dans l'entreprise, qu'ils les trouvaient pertinents, pour autant, ils ne les mobilisaient pas. Donc ils en parlent à près de 42%, donc c'est plutôt chouette quand on se compare aux statistiques nationales. Il n'empêche qu'il y a une inadéquation entre leurs besoins et la disponibilité. Enfin, il y avait une inadéquation. Donc on a vraiment continué à acculturer nos environnements, et c'est là où la pluralité des acteurs rentre en jeu. C'est que sur la base de ce baromètre, on a en effet mené des actions pour sensibiliser l'ensemble du collectif de l'entreprise, managers, collectifs de travail, salariés en général, au travers de partenariats notamment avec notre mutuelle d'entreprise ou alors avec notre assureur, pour vraiment avoir des actions qui convergent et envoyer les mêmes messages sur différents canaux. On a aussi modifié notre entretien infirmier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, systématiquement, quand les salariés sont vus en visite médicale, le professionnel de santé va interroger sur le fait qu'il est ou pas aidant. Donc beaucoup ne vont peut-être pas savoir, mais c'est quoi ? Donc du coup, c'est une vraie opportunité de pédagogie sur le sujet. Et c'est aussi une vraie opportunité de faire le lien avec des difficultés qui pourront pouvoir être partagées par le salarié à ce moment-là. Donc ça, c'est très important. Et puis, surtout, depuis 2021 et 2022, on a renégocié un certain nombre d'accords
télétravail, égalité professionnelle, et notamment accords, conditions et qualité de vie de travail, dans lesquels on a inclus des mesures vraiment spécifiques d'accompagnement à l'aidance qui répondent aux besoins. Donc il n'y a pas un coordinateur unique, hein, il y a plusieurs profils différents qui peuvent justement à un moment accompagner cette révélation ou cet accompagnement du statut du salarié aidant. Avec du dialogue social très fort et une convergence aussi qui se matérialise par des accords et des décisions, des plans d'action validés de manière paritaire pour accompagner les aidants. Donc notre politique aidance aujourd'hui, elle s'articule autour du besoin de l'aidant. C'est-à-dire qu'on va d'abord apprendre à questionner le besoin de l'aidant. Et là, on travaille avec l'association TASDA, qui est spécialiste du bien vieillir en Rhône-Alpes, et qui ont fait une expérimentation justement pour accompagner le questionnement de l'aidant et pour que l'aidant soit en capacité de savoir en fait ce dont il a besoin et ne pas être dans la systématisation de congés donnés ou dans la systématisation de mesures. Donc on questionne le besoin et sur la base de ce besoin, on a tout un panel d'offres que l'on peut déployer. Donc on a des congés spéciaux, on a des versements forfaitaires en cas de congés proches aidants ou de solidarité familiale. On va venir compléter la JPA. On a également du télétravail dérogatoire, de l'aménagement d'horaire, mais on est vraiment centré sur le besoin de l'aidant. Et d'abord, on questionne, et pas sur la systématisation d'une offre que l'on déploie. Avec un acteur qui est quand même central, c'est quand même notre réseau d'assistants de services sociaux qui est vraiment la pierre angulaire, qui va du coup être le maillon que l'on va solliciter pour justement aller questionner ce besoin et pouvoir l'orienter au mieux. Samira Diab, on écoute Julie Le Goubin nous dire voilà, il y a une montée en puissance des assistantes sociales, des infirmiers également lors d'entretiens. Ce coordinateur, qui est-il justement? Est-ce qu'il doit appartenir à cette sphère médico-sociale pour favoriser le statut du salarié aidant? Alors à mon sens, pas forcément. En fait, c'est vraiment un acteur qui va être, j'ai envie de dire, un bienveilleur, qui va être là pour avoir la culture de l'entreprise et savoir les dispositifs que l'entreprise a mis en place et connaître les dispositifs extérieurs. Et en fait, à mon sens, ce qui est important, c'est d'avoir un interlocuteur unique. Parce que quand vous êtes dans les danses, dans votre parcours, en tout cas le parcours d'accompagnement, vous avez eu affaire à beaucoup de personnes. Et souvent, l'information, elle se perd, il y a la fatigabilité. Et le fait de pouvoir recenser l'information à une seule personne, c'est précieux, tout à fait. Et ça les économise énormément. Ouais. Allez-y, Julie. Il y a un enjeu vraiment de simplification. Tout à l'heure, on parlait des allocations et des parcours, même avec la MDPH. Ça peut être très fatigant, ne serait-ce que de voir la lourdeur des dossiers. Et du coup, le fait d'avoir un seul acteur qui va pouvoir centraliser l'information et orienter, conseiller, c'est quand même c'est précieux. En tout cas, ça a libéré la parole chez Schneider Electric. Bilan positif. Alors, on espère et on continue à œuvrer. On est vraiment dans une démarche d'amélioration continue. Dernier point, justement, c'est une question qu'on abordait tout à l'heure avec Benoît Serre, la question du financement. Ce tiers aidant, il va falloir le financer, bien entendu. Je crois qu'il y aura une mission qui va être menée l'an prochain. Il y a des grandes entreprises dont vous faites partie, Schneider Electric. On donnera la parole dans un instant à une autre entreprise engagée, exemplaire, qui est le groupe La Poste, avec son président qui va prendre la parole dans un instant. Et la question du financement, qui doit financer et qu'est-ce qui se passe dans les petites entreprises? Parce que vous accompagnez Domiti, donc bien avec cette société Coco & Co, un certain nombre d'entreprises. Les grandes entreprises, elles ont des moyens. Les petites entreprises, un petit peu moins. Qu'est-ce qui se passe? Alors Coco & Co est une toute récente entreprise, donc on le met au futur et au présent, et une collaboration qui va commencer très certainement. On y travaille avec la Mutuelle Générale pour expérimenter. Pour le financement, je pense qu'il y a plusieurs leviers. Il y a des leviers d'accord de branche, et c'est un élément qui va être certainement travaillé. Et puis il y a un levier qui est très très important, qui est un levier, me semble-t-il, de démarrage. Et là, on est tout à fait dans la même dynamique de financement qui va plutôt concerner les grands groupes que les petites entreprises. C'est-à-dire quand j'investis au niveau RH pour avoir une qualité de vie au travail, pour avoir une expérience collaborateur qualitative, à ce moment-là, j'ai un retour sur investissement puisque la productivité au travail est là. C'est un peu la même dynamique qui va se travailler dans les danses. C'est plutôt un investissement. Exactement. Allez, un mot de la fin pour conclure. Samira Diab et puis Julie Le Goubin. Les danses, c'est une force en fait. On en sort plus fort.
C'est vraiment une vraie valeur. Julie Le Goubin, quels conseils vous donneriez justement à peut-être vos homologues, des RH, managers qui se trouvent dans cette salle ? En effet, c'est emparez-vous du sujet, mais j'imagine que si vous êtes là, c'est que c'est déjà fait. Mais en tout cas, essayez, partagez en fait vos pratiques, parce que souvent, ça peut paraître un sujet compliqué. Et finalement, on peut commencer par des choses toutes simples, qui vont vraiment aider à libérer la parole, et c'est vraiment l'enjeu prioritaire. Donc, cultiver cette culture de speak-up, comme on dit, en tout cas dans notre jargon Schneider, ce terrain de confiance, parce que sans cette base-là, vous allez avoir du mal, et même si vous allez proposer des solutions, elles ne seront pas mobilisées. Donc c'est vraiment culture de speak-up et confiance. Allez, le mot de la fin, Domitille. Toute cette coordination, elle va s'articuler autour d'un parcours collaborateur aidant, et je vous invite à être dans le test and learn, c'est-à-dire allez-y, n'attendez pas forcément l'accord collectif, expérimentez en local et utilisez les données générées pour nourrir vos accords collectifs. Merci à toutes les trois. Merci beaucoup Domitille Cura, Julie Le Goubin, Samira Diab. Je vous laisse retrouver votre place.